bien y avoir une centaine de raisons pour que je ne te bute pas. Mais dans l'immédiat, j'en vois aucune. Salut à tous et bienvenue à ce retour à l'écran spécial en mode vidéo club. Et oui, c'est de nouveau le retour de cette formule. C'est la première fois qu'on va faire un mode vidéo club sans Thibaut, qui reviendra par la suite. Et cette fois, je suis accompagné de Max, comme d'habitude. Salut. Et de Adrien. Salut tout le monde. Donc comme d'habitude, nous allons prendre 3 films qui nous ramènent à l'époque du vidéo club. Ces charmantes soirées où on entassait les 2 ou 3 films à regarder entre potes ou tout seul d'ailleurs. Et des films de série B, des films d'horreur, d'action qui s'adressent à la fois aux geeks et qui ont traversé la culture geek ou pas. Et pour cette fois, nous allons commencer avec encore un film de Clint Eastwood. C'est la 3e fois dans un mode vidéo club qu'on prend un film de Clint Eastwood et c'est encore un de mes choix. Mais c'est La Relève, The Rookie. Alors pour le replacer un peu dans le contexte, c'est le film qui arrive un peu après le 5e épisode de Dirty Harry, la dernière cible, qui est sorti en 88. Et puis ensuite, Clint Eastwood enchaîne sur Pink Cadillac et Chasseur blanc cœur noir. Et puis juste après, il commence à avoir une véritable reconnaissance critique qu'il a commencé à obtenir avec Bird, son biopic sur Charlie Parker. Et surtout, il obtient une vraie reconnaissance critique assez unanime à partir de Impitoyable, soit le film d'après La Relève. Mais La Relève, c'est un film qui est pas très aimé en fait en général. Alors on va peut-être en débattre ce soir tous les 3. Mais moi, c'est un film que vraiment j'adore. Alors, La Relève, c'est Nick Pulowski. Alors, c'est pas Dirty Harry, mais c'est un succès d'année de Dirty Harry. C'est un policier un peu désabusé qui est presque en fin de carrière et qui voit son partenaire tué par une bande de criminels, des voleurs de voitures. Il se retrouve assigné avec un jeune et inexpérimenté flic qui s'appelle David Ackerman, qui est joué par Charlie Sheen. Et ensemble, ils doivent traquer un réseau de voleurs de voitures dirigé par Strom et Liesel. Il y a des conflits de génération, il y a beaucoup d'humour, il y a de l'action, et ça se terminera sur un aéroport, quoi. Voilà. Clint Eastwood is Sergeant Nick Polowski, what you might call a seasoned cop. Charlie Sheen is Detective David Ackerman, what you definitely call a rookie. Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia, Sonia Braga. The Rookie. Alors moi je l'ai vu au cinéma Les Sirex, qui vient de fermer à Grenoble, à la fête du cinéma 91, le jeudi 27 juin, donc le même jour que Dans la peau d'une blonde de Black Edwards. C'était des films qui étaient sortis un peu à la même époque. Et alors moi je l'ai vu 2 fois de suite, c'est-à-dire je suis sorti de la salle et j'y suis retourné direct parce que j'ai vraiment kiffé. Et j'y suis même retourné une 3e fois. Je sais pas si on n'est pas retourné ensemble, Max, la 3e fois. Moi c'était en juillet, le 17 juillet. Le même jour que les Tortues Ninja 2. Alors, je sais qu'on l'a vu ensemble, mais je sais plus justement si j'étais à l'une de tes séances pendant la fête du cinéma ou après. Par contre, je sais que, et je crois qu'on l'a vu ensemble aussi dans La peau d'une blonde. Ouais. Donc je pense qu'on l'a vu tous les deux à la fête du cinéma. Bah ça doit être ça. Et je pense que toi, t'es retourné voir La Relève, et moi que je suis allé voir autre chose, mais je ne me souviens pas quoi. Et toi, Adrien, comment tu l'as découvert ? Moi c'était pas en 91. Pourquoi ? Pour des raisons évidentes. Non, moi du coup, en fait, ça doit faire 2 ans que je dois le voir, notamment parce que j'essaye de me faire la filmo de Charlie Sheen, que j'adore, même si j'avoue qu'il n'y a pas que des bons films dans sa filmo. Ah, ça c'est sûr. Voilà, c'est pas forcément là où je vais me régaler, mais je voulais voir ce film-là depuis 2 ans, et du coup, là c'était l'occasion. Donc en fait, je l'ai découvert il y a 2 jours finalement, en même temps que j'ai regardé le film que va nous proposer Max. Ouais. Du coup, moi, à la base, c'est le genre de film qui aurait pu me plaire. Il y a à peu près tous les ingrédients pour que je rentre vraiment dedans. Surtout du fait que tu l'as beaucoup encensé, je me suis dit qu'on partait sur quelque chose vraiment qui allait me plaire. Moi, j'ai un problème avec le film, et c'est le ton. Je trouve qu'en fait, on n'est pas du tout clair sur le ton. On oscille tout le temps entre Die Hard et Last Action Hero, tu vois. Mm-hmm. Je trouve qu'en fait, à part à la toute fin, on dit pas vraiment que c'est de la comédie. Et moi, tout le long, en fait, j'aurais aimé que ce soit pas de la comédie. Je savais pas si je devais le prendre comme un Hot Shot ou comme un Dirty Harry de base, quoi. Ah oui, quand même, il y a quand même un gap entre les deux, quand même. Non, mais justement, je trouve que l'entre-deux est un peu pas clair.
Et dès qu'il y avait des scènes de grosses comédies, je pense notamment le truc de la moto qui rentre dans la maison, etc. En fait, je m'y attendais pas. Je pense que si tu me l'avais vendu comme une comédie, j'aurais été beaucoup plus réceptif. Mais là, c'est ça qui m'a fait décrocher. Après, le film reste quand même très sympa, je trouve. Et puis, moi, j'adore Charlie Sheen, donc voilà, j'étais facilement dedans. Mais le décalage comique, je l'ai trouvé bizarrement dosé, quoi. Après, c'est la tendance de l'époque, en fait. On était dans les buddy movies, justement, L'Arme Fatale, ça a amorcé quand même un virage comique, même si c'est loin d'être une comédie, L'Arme Fatale, mais on était dans cette période-là, la fin des années 80, début 90, où les buddy cop movies, on ramenait beaucoup de comédies là-dedans. Je pense notamment à Étroite surveillance de John Badham avec Richard Dreyfuss et Emilio Estevez, le frère de Charlie Sheen, donc, qui était vraiment dans cette tendance-là, en fait. Et moi, ça me dérange pas. Alors, peut-être parce que nous, on l'a vécu, ce passage, en fait, entre le buddy movie un peu plus dur, et même, j'ai envie de te dire, même 48 heures, il y a de la comédie dedans aussi, alors que le film est de 82. Mais c'est vrai que dans celui-ci, c'est beaucoup plus marqué. C'est les tendances de l'époque où il fallait quand même être de plus en plus fédérateur aussi. Les studios voulaient que ça rassemble un peu plus de monde. Et je suis d'accord avec Mick, je pense que l'échec, enfin le semi-échec du dernier Dirty Harry, qui était sorti un an avant, a joué aussi sur ce virage un peu comique. Et je pense que c'est l'accumulation de plusieurs choses du moment qui ont fait que ce film oscille entre plusieurs genres. Enfin, même si ça reste un polar et un buddy movie, mais c'est vrai qu'il y a ce ton un peu léger. Alors, je peux comprendre que si tu le découvres aujourd'hui, ça peut être déstabilisant. Qu'est-ce que je viens de voir ? En fait, j'ai vu une comédie, j'ai vu un film d'action, j'ai vu un polar. C'est un peu tout ça, la relève. C'est un truc qui, pour le coup, me dérange pas d'habitude et qui, il y a plein de films, voilà, qui ont ce ton un peu entre deux que j'aime bien. Mais tu vois, je trouve ça presque mieux géré dans Taxi, tu vois, finalement. Oh putain, Sortez-le. Alors là, Tu sais que j'ai pensé à Taxi tout le film en plus. Oh merde. T'as pensé à Taxi, mais putain, c'est pas possible. J'ai mec. pensé même à Taxi 3 parce Oh, que putain. cette scène de baise complètement lunaire de la meuf qui veut se taper à tout prix Clint. Pourquoi, quoi? Ah non, mais C'est il y a- génial. Oui, il y bah a toi, des ça, choses- on m'en doute pas. En fait, il y a un moment dans le film où Clint Eastwood est attaché à une chaise et il y a la compagne du méchant, donc interprétée par Sonia Braga, qui finit par le chevaucher et le menace avec une lame de rasoir, etc. Ce passage dans le film prend son temps. Elle y va tout doucement. Il y a un truc un peu malaisant, etc., qui est hyper intéressant dans un blockbuster, quoi. Tu te prends pour un vrai mec. Un vrai dur de flic américain. Les poulets, ils sont tous pareils. Quand ils ont plus leur insigne, c'est que des demi-portions. Et sans leur flingue, ils sont plus rien. Est-ce que tu te crois différent? J'ai dit, tu te crois différent. J'espère pour toi. Parce que j'ai horreur de ce qui est inutile. Quand quelque chose n'est pas bon pour moi, je le coupe et je le jette. Moi, je l'ai vu 3 fois en salle et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de musique dans cette séquence-là et on entendait les mouches voler, quoi. Non, mais il y a des choses totalement gratuites tout au long du film. Il y a beaucoup de what the fuck dans la relève, mais c'est ce qui fait aussi son charme. Oui. Et déjà, le fait que Raoul Julia joue un méchant allemand, déjà, c'est tellement what the fuck. Parce Ouais, que, déjà. alors ça, c'est... Quand je l'ai revu là, enfin, je l'avais vu... ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je l'ai vu pas mal de fois. Mais je crois que c'est cette fois-là où ça m'a encore plus dérangé, parce que de voir ce pauvre Raoul Julia, paix à son âme, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, il y a pas mal d'années déjà. En plus, depuis, on l'a tellement identifié comme le père de famille dans la famille Adams, et dans lequel il a beaucoup plus finalement sa place que dans la relève. Oui, bah oui, bien sûr. Mais voilà, le film est bourré de what the fuck, cette scène entre Sonia Braga qui se chevauche, on va dire, pour être poli, Clint Eastwood qui est what the fuck, enfin il y a plein de trucs what the fuck, mais moi je trouve que c'est ce qui fait son charme, et ça fait du bien de revoir personnellement, ça fait du bien de revoir un film comme ça et d'avoir un film comme ça encore. Ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus clair sur le ton au début. Après, c'est vrai que
une fois qu'on s'est fait au truc, moi j'ai passé quand même un bon moment. Je l'ai peut-être pas très très bien noté, mais c'était aussi pour Titi et Mick. Mais au final, j'ai bien aimé. Et tellement toi ça. Et en plus, dedans il y a Marco Rodriguez qui joue donc un des sbires machin et qui était du coup le tireur à la con de Cobra. Ah, donc moi j'avais j'ai eu ce que je voulais, quoi, finalement. Cobra, dont tu as fait un super express toujours disponible. Tout à fait. Tu veux savoir ce que c'est, un vrai criminel, Ackerman? C'est le fils de pute qui a peint cette voiture. Ça, c'en est un. Oui, ça, c'est un vrai criminel. Alors moi, ce que j'adore, c'est vraiment déjà les séquences d'action de dingue, parce que le film démarre quand même avec une séquence qui se passe sur l'autoroute, avec un camion à double niveau qui transporte des bagnoles de luxe et qu'il finit par lâcher comme ça sur la route pour empêcher Clint et son acolyte de les rattraper. Donc il y a plein de bagnoles qui sont éclatées comme ça, c'est assez incroyable. C'est vraiment le déluge des voitures de luxe, abîmées ou seulement montrées, mais la plupart du temps sont abîmées. Il y a un gros final qui se déroule dans l'aéroport, alors à la fois dans l'aéroport et sur le tarmac, qui implique un Boeing et tout ça. Il y a aussi des séquences assez dingues, quoi, avec Clint Eastwood et Charlie Sheen dans une bagnole qui est propulsée d'un immeuble qui explose juste presque un an avant la même scène dans Terminator 2. Hein. Donc c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, mais rien que pour ces scènes-là, moi je trouve ça vraiment dingo. Puis alors c'est le festival des punchlines, etc. Je ne suis jamais loin de tes pensées, n'est-ce pas ? De mes cauchemars, tu veux dire. Et autre chose, ne gare pas ta foutue moto sur ma place de parking où je l'envoie à la fourrière. Et lève tes fesses de mon bureau, c'est pas non plus leur parking. C'est un scénario qui a été écrit par Boz Yakin, qui avait 23 ans à l'époque, et qui a été ensuite un peu réécrit par Scott Spiegel, qui avait la trentaine à l'époque. Alors, Boz Yakin, c'est le scénariste du Punisher de Mark Goldblatt, dont on reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Tout à fait. Et c'est quelqu'un aussi qui va par la suite aussi écrire et réaliser le super film qui s'appelle Fresh, qui est sorti en 94 avec Samuel Jackson. Alors après, bon, par la suite, il va coécrire plein de films un peu divers et variés, Dirty Dancing 2, Prince of Persia et Insaisissable, là, le film récent là, de Louis Leterrier. Et Scott Spiegel, lui, c'est un collaborateur de Sam Raimi, qui est le co-scénariste de Evil Dead 2, qui a réalisé aussi un film qui s'appelle Intruder, un film assez gore en 89. Et par la suite, il va produire la série des Hostels 1 et 2, et il réalisera même le 3e volet. De la merde. Alors, à la base, le film a failli voir le jour avec Craig R. Baxley à la réalisation. Baxley, c'est un coordinateur de cascades, c'est celui qui est derrière les cascades de The Warrior, de Predator, des cascades de la série L'Agence Touriste. Et c'est aussi le réalisateur de Action Jackson avec Carl Weathers, le Apollo Creed. Et donc, à ce moment-là, en 88, il est sur les starting blocks pour faire ce film-là, qui est un film prévu avec Gene Hackman, le Popeye de French Connection, et le jeune Matthew Modine, qui jouait dans Birdie de Alan Parker et Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Et ce projet de film a été interrompu par une grève de la Screen Actors Guild, le fameux syndicat des scénaristes, qui s'est déroulé du 7 mars au 7 août 1988. Et comme c'est une grève qui a duré un peu de temps, Baxley, lui, il est parti ensuite réaliser Dark Angel, dont on vous a déjà parlé dans un mode vidéo club. Exactement. Avec Dolph Lundgren, tout ça. Et puisque c'est la Warner qui s'apprêtait à faire le film, lorsque la grève s'est arrêtée, la Warner a proposé alors à un de ses poulains, Clint Eastwood, de le réaliser. Et Clint Eastwood, il a accepté de le faire à condition que Warner finance un film qui est un peu plus casse-gueule, qui s'appelle Chasseur blanc, cœur noir. À la base, le script original était beaucoup plus sombre, réaliste et plus axé sur les dynamiques humaines entre Nick Pulowski et David Ackerman. Et le ton, à l'arrivée de Clint Eastwood, étrangement, a été modifié pour intégrer plus d'action et plus de comédie. À la fois plus d'action, probablement parce que comme Dirty Harry numéro 5 a déçu, ils ont voulu ajouter un peu plus d'action pour être un peu dans le ton de ce qui se faisait à l'époque, parce que Die Hard et sa suite 58 minutes pour vivre ont vachement changé la donne sur la manière de fabriquer les blockbusters d'action.
Et donc, il y a eu une demande de Clint Eastwood de faire un film très 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 forcé sur l'action. Et le ton comique, alors est-ce que ça vient de la Warner ou est-ce que ça vient de Clint Eastwood, ça je ne sais pas trop, a été aussi plus prononcé, quoi. Et à ce moment-là, alors j'arrive pas à savoir dans mes recherches si c'était au moment où le film devait être piloté par Gene Hackman ou si c'était au moment où Clint Eastwood est arrivé dans la machine, c'est que le rôle du méchant, Strom, devait être interprété par David Bowie. Yakin, le scénariste, savait que David Bowie avait vécu en Allemagne et qu'il pouvait imiter l'accent allemand. Et donc, il a imaginé un peu dans le rôle. Mais lorsque Bowie n'a pas pu être choisi, probablement pour des configurations d'agenda, c'est à ce moment-là que le rôle a été offert à Raoul Julia. Toi qui me voulais tellement, eh bien, tu vas passer les dernières heures de ta vie avec moi. Voilà qui me réchauffe vraiment le cœur. Il y a quand même une chose qui m'intrigue. Comment un imbécile de Pollack comme toi a pu croire qu'il pourrait avoir un mec comme moi? C'est juste qu'un putain de boche aussi arrogant que toi se retrouve vite dans la ligne de mire. Clint Eastwood est devant et derrière la caméra, donc c'est une sorte de passation. On sent que là, la dernière cible, c'est un film qui a moins bien marché au box-office, qui est un peu déçu par rapport à la saga. On sent que là, Clint Eastwood, qui dès les années 90 commence à jouer les personnages un peu vieillissants, je pense aussi à Dans la ligne de mire qu'il va faire 1 an ou 2 après, il cherche à passer le relais à la jeunesse et donc à Charlie Sheen probablement. Moi je vois la relève comme une occasion pour Clint Eastwood de clore le chapitre Inspecteur Harry. Quand on voit la fin de La Dernière Cible, en fait, La Dernière Cible, qui est donc le dernier épisode de la saga de l'inspecteur Harry, en fait, le film se conclut de manière classique. Il n'y a pas de véritable fin et je pense que la relève pour Clint Eastwood, c'est aussi l'occasion. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un film de commande et qu'il l'a pris aussi comme l'occasion, au-delà du fait qu'il ait accepté de le faire pour pouvoir financer son film un film un peu plus difficile comme Chasseur blanc cœur noir, je pense qu'aussi c'était pour lui d'enterrer définitivement le personnage de l'inspecteur Harry, parce que en fait la suite de sa carrière après la relève, on va arriver dans des films plus moins de genre, en fait, un peu des films un peu plus sérieux. Et la relève, c'est un peu la passation, ou en tout cas c'est l'occasion pour lui de tuer son personnage qui lui a apporté beaucoup de gloire, mais aussi beaucoup d'emmerde, soyons clairs. On l'a traité parfois de juste titre, de réac, de facho, mais je pense que réellement la relève, et il y a plein de références d'ailleurs à l'inspecteur Harry dans le film, à son personnage, mais d'un point de vue plutôt parodique et presque je me fous un peu de sa gueule, et il y a une forme d'autodérision de Clint Eastwood dans la relève et de son personnage, même s'il est différent son personnage que celui de Harry, mais il y a quand même pas mal de similitudes, et donc c'est pour ça que moi je le vois aussi comme une occasion, et je trouve ça intéressant aussi dans ce film là, c'est cette occasion pour lui de clore définitivement un chapitre fort de sa carrière, et ce qui lui permet d'entamer, et on le verra dans le film suivant, donc qui est Chasseur blanc cœur noir, d'entamer quelque chose de nouveau dans un nouveau chapitre de sa carrière. Tu crois que ça me plaît de traîner derrière toi toute la journée? Ben j'ai horreur de ça. Et j'ai horreur de ta façon de conduire. J'ai horreur de ton haleine au whisky. Et moi j'ai horreur de tes sermons sur la loi que tu débites comme un connard de boy scout. Et j'ai horreur de tes putains de plis de pantalon. Et j'ai horreur de tes saloperies de beignets fourrés de saloperies de fruits confits et avec cette saloperie de glaçage rose. On peut pas bouffer des trucs aussi dégueulasses. Mais personne te force à les bouffer. Ta gueule, je l'ai. La relation à l'intérieur du tournage entre Clint Eastwood et Charlie Sheen s'est très bien passée, très bonne alchimie. Alors, il faut savoir que à ce moment-là, Charlie Sheen aurait eu des problèmes de toxicomanie pendant le tournage, et Clint Eastwood aurait dû jouer un peu le rôle de figure paternelle pour le recadrer. Alors, est-ce que c'est pour arriver à ses fins ou est-ce que c'était sincère? Ça, l'histoire ne le dit pas officiellement, mais ça s'est passé comme ça, et donc quelque part, l'alchimie, elle se voit quand même à l'écran. Je trouve que les deux comédiens, ils ont un vrai truc, le duo fonctionne très très bien, quoi. Boucle ta ceinture, t'es pas un peu dingue? T'es malade? Boucle ta ceinture. Il y a plus de 80 cascadeurs qui se sont succédés sur le film. D'ailleurs, c'est un record. Alors, est-ce qu'il a été battu depuis par Fast and Furious ou je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un record.
Et bon, alors Clint Eastwood, il est connu pour pas utiliser de storyboard, de shotlist, etc. Il arrive, il fait ses repérages et il détermine un peu comment il va tourner les scènes un peu comme ça à l'ancienne au fur et à mesure. Et d'ailleurs sur le tournage, il a fait venir Boziakin, le scénariste, qui avait 23 ans à l'époque, je le rappelle. Et pour lui, ça a été son école de cinéma parce qu'il a vu Clint Eastwood pendant 1 an travailler sur la pré-prod, le tournage et la post-prod. Et ça lui a permis de comprendre comment fabriquer un film. Et Eastwood, bon, la coordination de cascade, c'est pas son cœur de métier. Donc pour faire ce film-là, il s'est entouré de Matt Earl Bisley, qui est le réalisateur de deuxième équipe qu'il avait déjà eu sur Pale Rider, un autre de ses films des années 80. La deuxième équipe, donc c'est-à-dire l'équipe qui est en charge des cascades sur les tournages des blockbusters d'action, et qui est aussi un réal deuxième équipe assez réputé à Hollywood, qui a fait L'Année du Dragon ou Les Aventures de Jack Burton par exemple. Et la deuxième personnalité aussi qui est concernée par le tournage, c'est Buddy Van Horn, qui est une ancienne doublure de Clint Eastwood dans les années 70. On en avait probablement parlé au moment d'Où dur et dingue dans un autre en mode vidéoclub. Et c'est le coordinateur de cascade et réalisateur de Ça va cogner, la suite d'Où dur et dingue, de La dernière cible, le fameux Dirty Harry, et de Pink Cadillac. Et donc il a supervisé plusieurs scènes d'action, notamment la course-poursuite sur l'autoroute dont je vous parlais, et la fameuse évasion du hangar où Nick Pulowski est retenu prisonnier, quoi. Voilà, c'est des cascades à l'écran, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un film à l'ancienne, et parfois on se dit, mais waouh, c'est quand même assez dingue tout ce qu'ils ont pu mettre à l'écran, quoi. Non, mais c'est un film qui dure 2 heures. Ça reste un film qui reste agréable à voir, justement parce qu'il y a quand même des scènes d'action, et je te rejoins, qui sont assez folles aujourd'hui encore. La scène d'intro, je suis d'accord, elle est dingue. Tout le final dans l'aéroport, il est dingue. Enfin, il y a quelques questions de rupture de ton, moi, qui me gênent encore aujourd'hui, qui me gênaient déjà à l'époque. Enfin, qui me gênent, c'est un bien grand mot. Il y a des ruptures de rythme. À un moment, il y a des cassures de rythme. Des fois, c'est pas un tunnel d'action non plus, la relève. Et justement, on a des scènes d'action qui sont extrêmement fortes, et des fois, on a des rebaisses de régime un peu derrière, ce qui fait que moi, je trouve le film un peu déséquilibré. Je l'ai toujours trouvé un peu déséquilibré en termes de rythme, mais ça reste un film sur les deux. On s'ennuie pas sur les 2 heures, et c'est quand même un film hyper agréable à regarder. Comme je disais tout à l'heure, on n'en voit plus beaucoup, voire plus du tout des films comme ça, et c'est toujours agréable à revoir. Putain, vise-moi un peu ça. Oui, un beau modèle. On n'en fait plus des comme ça. Mais t'as un contour à la place des yeux. Moi, je te parle de la petite. Moi aussi. Quand il est sorti aux États-Unis, il a un peu déçu en termes de box-office, parce que le film a coûté 30 millions de dollars de l'époque, et il en a rapporté sur le sol américain, il a rapporté que 21 millions en gros de dollars de recettes. Donc il s'est probablement rentabilisé avec l'international, mais c'est quand même un semi-échec encore une fois, quoi. Donc pour ça qu'il n'y a pas eu de suite ou de passage de relais concret avec Charlie Sheen probablement. Le film n'a pas non plus été un grand succès en France, il n'a même pas atteint les 800 000 entrées, ce qui est quand même une déception à l'époque, pour l'époque aussi, en 90, un film comme ça, on attendait à ce qu'il dépasse largement le million d'entrées minimum. Oui. Et c'est assez surprenant parce qu'il y a eu une grosse campagne, dans mes souvenirs, il y a une grosse campagne de pub. Oui. Le film est sorti, donc comme tu le disais, à la fête du cinéma, qui a un générateur d'entrée, généralement. Donc ouais, c'est aussi surprenant, c'est un truc que j'ai jamais pu m'expliquer, pourquoi ce film, et pourquoi aussi, quelque part, il est un peu tombé dans l'oubli, parce que il passe rarement, voire jamais, j'ai l'impression, en télé, sur les chaînes cinéma, tout ça. C'est un film assez rare, finalement, et j'ai pas moi, personnellement, j'ai pas d'explication à ça. Je me l'explique pas, je sais pas. Et attends une minute. Pendant que t'avais Miss, je sais plus comment, assise sur ta gueule. Elle ne s'est pas assise sur ma gueule. Après avoir abordé donc la relève de Clint Eastwood, on va rester dans le milieu automobile avec un autre film, mais qui est ouvertement une comédie, qui s'appelle en France Plein Pot. Alors, c'est un choix d'Adrien. Alors, vas-y, parle-nous de ce film. Alors, Plein Pot, aussi appelé À fond la caisse ou Rouge Cadillac en France, c'est un film donc de Greg Beeman, une comédie qui sort en 88.
Série B plutôt mignonne que j'ai découvert il y a 2 ans, complètement par hasard, et c'est après en avoir parlé avec toi, Mick, que tu m'as dit qu'en fait tu connaissais et que c'était pas complètement perdu dans l'oubli. Donc l'histoire de Plein Pot, c'est l'histoire de beaucoup de garçons de 16 ans aux États-Unis quand l'aventure du permis de conduire débute. On suit donc Les Anderson, dont la motivation principale c'est d'obtenir son permis pour pouvoir séduire son crush, comme disent les jeunes. Son crush qui s'appelle ironiquement Mercedes, pour un film de bagnole, voilà, c'est voulu ou pas, on est dedans. Ouais, je pense que c'est voulu, ouais. Voilà, donc lui en fait il va user de magouille pour obtenir son permis parce qu'en fait il connaît pas du tout le code de la route, mais il sait conduire une voiture plus ou moins, donc il va tricher mais va être pris la main dans le sac. Malgré son échec, il va quand même décider d'emprunter la Cadillac de son grand-père et d'emmener la fameuse Mercedes pour une nuit qu'ils sont pas prêts d'oublier. Il savait qu'il faisait une bêtise. Il savait qu'il le regretterait. Tu crois pas que t'as assez bu ce soir? Mais il l'a fait quand même. Plein pot. Ça finit bien. Moi, je l'ai vu il y a 2 ans, comme j'ai dit. C'était un gros coup de cœur au moment où je l'ai vu, à tel point que j'ai mis genre 5 étoiles sur 5. Enfin, vraiment, j'ai surkiffé le film. Vous, quand est-ce que vous l'avez découvert et est-ce que ça vous a plu de le revoir voilà, avec un œil neuf finalement, parce que je suis pas sûr que vous l'ayez revu depuis l'époque. Écoute, moi, je sais que je l'ai vu au début des années 90. Et j'arrive pas à me souvenir si c'était une location ou sur Canal. Je vois tout à fait où il était en location et tout ça, à Central Vidéo et tout ça, mais je sais plus si je l'avais loué ou si je l'avais vu sur Canal. Mais écoute, je l'avais pas revu. Je l'ai revu là pour l'occasion. Et je l'avais pas revu, je crois, depuis cette période en fait. Hein. Et ce qui fait qu'il y a eu plein de détails qui m'avaient échappé. J'avais gardé un bon souvenir, tu vois, le côté les 2 Corées, tout ça. Et je trouve qu'à la revoyure, c'est un peu plus délicat. C'est-à-dire que je trouve que le film est plutôt pas trop mal écrit, mais la réalisation, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire que globalement, c'est un film, tu vois, j'aurais préféré voir un mec comme John Hughes à la barre, parce que, je sais pas, c'est un peu patapouf. Tu vois, je sais pas, il y a un truc un peu poète-poète dans la direction des comédiens, notamment Richard Masur et tout ça. C'est un peu sympa, mais sans plus, ça pourrait être mieux, quoi. Parce que c'est plutôt bien écrit, il y a une sorte de champ lexical autour de la bagnole, Mercedes, etc. Mais voilà, tout est centré autour de la voiture, l'Americana de la voiture, tout ça, un peu comme American Graffiti quelque part. Mais je sais pas, j'ai trouvé que là j'étais un peu moins dedans et je l'ai regardé et je l'ai revu donc avec mes enfants qui ont 16 et 12 ans et mon fils m'a dit ouais c'est pas mal mais voilà j'ai l'impression que ça met du temps à avancer quoi et j'ai eu la même impression en fait voilà donc mais après c'est un film très ancré dans les années 80 qui a aussi une chouette musique voilà les 2 Corées M et Feldman qui sont quand même des acteurs assez mythiques de cette époque. Ça reste assez sympa, léger. Il y a quand même quelques séquences que j'aime beaucoup. Moi, quand il passe son permis de conduire avec le Black qui est avec son café qu'il faut pas renverser, je trouve ça assez tordant. Qui est interprété par James Avery et les fans du Prince de Bel-Air se souviendront de James Avery qui jouait le père de famille Philip Banks. C'est un acteur quand même qui a marqué aussi toute une génération. Qui suivaient cette série, qui ont découvert cette série dans les années 90. Ouais, exactement. Et il y a aussi une autre séquence, c'est le climax sur la route aussi, toute la fin avec la route, tous les enchaînements qui ont été un peu annoncés un peu avant, que je trouve plutôt bien foutu. Il y a pas mal de cascades là encore. Hein. Et puis toutes les séquences avec Heather Graham. Moi, je suis assez très fleur bleue, les films des années 80, fleur bleue, Can't Buy Me Love, les trucs comme ça, je suis très client. Et donc ça marche bien sur moi, mais comme c'est un peu abandonné après par la suite, c'est un peu plus fun et moins sincère si on veut. Je garde un peu ma réserve, quoi. Ok, donc plus fleur bleue que bagnole finalement. Monsieur Anderson,
J'aimerais que vous jetiez un long coup d'œil à ce gobelet de café. Voyez-vous, Anderson, j'adore boire du café. C'est probablement la seule chose à laquelle je sois attaché sur cet immonde tas de boue appelé la Terre. Alors écoutez-moi avec attention. La majorité des examinateurs se servent d'une feuille de rapport. Et moi, j'en ai pas besoin. Moi, ma feuille de rapport, c'est mon gobelet de café. Ce café est très chaud, Anderson. S'il se renversait sur moi, d'après vous, est-ce que ça me brûlerait? Eh bien, répondez. Oui. Et personne n'aime se brûler, vous êtes d'accord? Oui, non. Alors, c'est simple. À la moindre brûlure, je vous recale. Et toi, Max, du coup, est-ce que tu l'avais vu à l'époque ou c'est une découverte totale? Non, moi je l'avais vu aussi. Alors, je crois que je l'ai vu sur Canal, moi, au début des années 90. Je suis quasiment sûr de l'avoir vu sur Canal. Moi, j'avais bien aimé parce que, alors, pour remettre dans le contexte, donc voilà, c'est un film où il y a Corey Haim et Corey Feldman en tête d'affiche, donc les fameux deux Corey, qui étaient un peu des stars adolescentes de la fin des années 80, début des années 90, qui ont connu ensuite une carrière compliquée. Je sais pas si tu en parleras ou pas, mais un est tombé dans la drogue, enfin les deux sont tombés dans la drogue, et un est décédé au début des années 2010. Mais en tout cas, à l'époque, c'était deux stars adolescentes de ce genre de cinéma, de ce genre de comédie, qui sont des comédies héritières qui ont pullulé ensuite à cette époque-là suite au succès des films de John Hughes donc et qu'on avait vu donc dans Génération Perdue. Ils jouent vraiment ensemble dans Génération Exactement Perdue. Aussi. Et Corey Feldman, qu'on avait vu dans Les Goonies et Vendredi 13 numéro 4, par exemple, qu'on aperçoit aussi... et 5. Et 5, voilà ce que j'allais dire. Et Corey Haim, qu'on voit aussi dans d'autres séries B comme Watchers, qui est aussi une série B qu'on pourrait évoquer dans un mode vidéoclub, parce que c'est un film auquel je suis attaché aussi. Ouais, qui est très sympa, je suis d'accord. Et donc, oui, c'est un film qu'à l'époque, j'avais bien aimé, parce que j'adorais les comédies de John Hughes, et justement, enfin on en reparlera après, mais Plein Pot, c'est un peu un robe sucé de Ferris Bueller. Enfin, il y a plein de références directes, indirectes à Ferris Bueller. Après, je suis d'accord. Après, moi, pareil, je l'avais pas revu. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Je l'ai pas revu depuis quasiment 30 ans. Bizarrement, j'avais bien aimé, mais je l'ai jamais revu. Et donc là, c'était l'occasion de le revoir. Et pareil, j'ai passé un bon moment. Alors, bien sûr, j'ai plus le même âge et forcément, j'ai pas eu la même impression que j'ai eu à l'époque. Et puis, forcément, quand t'as un peu plus de bouteilles en termes de cinéphilie, tu vois un peu les raccourcis. En fait, les scènes prétextes pour faire du John Hughes sans le talent de John Hughes. Mais sinon, non, après j'ai repassé un bon moment. Le film est vraiment scindé en deux en plus, parce qu'il y a toute une première partie autour justement du permis de conduire et de cette volonté du personnage de Corey Haim de séduire cette fameuse Mercedes. Et ensuite, dans la deuxième partie du film, on est dans une espèce d'after hours adolescent où on va passer toute une nuit justement à essayer. Il va se passer plein de péripéties en une seule nuit autour de la bagnole du fameux papy, du fameux grand-père, jusqu'au matin en fait, où il va se passer une autre péripétie que je ne spoilerai pas, mais voilà, le film est scindé en deux, ce qui permet aussi de lui redonner un petit coup de boost de rythme, parce que le début il est sympa, mais on fait vite le tour et puis c'est du vu et revu, et la deuxième partie permet, on part quelque part dans un autre ton et dans autre chose qu'une comédie adolescente vue et revue. Ça permet d'avoir une approche un peu différente et de garder un rythme plutôt soutenu pour un film qui est pas très long. Il fait même pas 1h30 et voilà, moi c'est pas un grand film, hein, soyons clairs, mais c'est pas un film désagréable, voilà, il y a vraiment le ton, l'ambiance des années 80, du cinéma, des comédies américaines, des petites séries américaines des années 80. Et moi, je suis assez fan de ça. Je suis toujours très fan de ça. Donc ouais, je suis assez preneur. Encore une fois, je me répète, on est quand même un ton en dessous largement des comédies de John Hughes. Hein. On est loin de La créature de rêve, Ferris Bueller et autres. Mais c'est pas un nanar non plus. Donc voilà. Ah oh non, c'est pas un nanar. Hein. C'est juste, voilà, moi je trouve que dans le jeu, parfois, c'est un peu limite. Richard Mazur qui en fait des caisses, tout ça, le père de Corey Haim dans le début du film. Mais il y a plein de moments qui sont très sympas, et effectivement, on pense à After Hours de Scorsese.
des films comme ça où dans la nuit tout est possible, voilà, il y a une succession de plein de trucs. Et moi, ça m'a fait penser aussi à Nuit de folie. C'est vrai. Avec une babysitter interprétée par Elizabeth Shue qui doit traverser un peu New York pour aller rejoindre une copine. Chicago, ouais, pardon. Qui doit aller traverser la ville pour aller rejoindre une camarade. Bah il y a un peu le même délire, sauf que l'envolée qu'il y a chez Chris Columbus ou chez John Hughes, on ne la retrouve pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une faiblesse au niveau de la réalisation et pas du scénario. Étonnamment, moi, c'est ce que j'aime, en fait, c'est ce côté petit film. Mais je pense que, enfin, faudrait peut-être que je fasse une psychanalyse là-dessus, mais le fait qu'il ne soit pas parfait ou que justement soit des ressucés de trucs, ça me provoque quelque chose. Enfin, je sais pas, moi, je suis bien rentré dedans. Alors, c'est vrai que là, en l'ayant revu. Après l'avoir choisi là pour cet épisode, c'est vrai que c'est un peu en dessous. Je me suis un peu emballé la première fois que je l'ai vu. Mais ça reste toujours un bon moment pour moi, même si pour le coup, j'ai pas les mêmes. J'aime pas les mêmes choses que vous. C'est-à-dire, moi, j'adore la première partie et celle d'après me saoule un petit peu. Étonnamment, moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'a plu, le côté où il passe son permis, etc. Après, c'était peut-être lié au fait que j'avais passé mon permis il y a pas longtemps, etc. J'étais peut-être dans le mood que vous n'avez pu finalement, vous. Bande de vieux cons. Non. Encore une fois, moi je déteste pas et la première partie me dérange pas. Hein. Justement après, je trouvais bien qu'on prenne un virage en fait différent dans la deuxième partie pour pas rester justement sur cette partie qui est bien, hein, qui se laisse voir, mais qu'on avait déjà vu dans plein d'autres films et en beaucoup mieux finalement. Donc je trouvais culotté dans le scénar de se dire, enfin culotté, en tout cas intelligent de se dire, bon maintenant on a fait un peu le tour et on va quand même. On a de grosses refs, maintenant on va se détourner de ces refs-là et on va partir sur autre chose. Et ça, je trouvais ça plutôt moi, en termes de scénario, je trouvais ça plutôt intelligent. Puis dans le scénario, il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant aussi, c'est... En fait, Corey M, dans le film, il doit mentir à ses parents. Il pique la voiture, il part. Et on a toujours un peu peur qu'il se fasse avoir, qu'il se fasse rattraper, parce que le père va se réveiller dans la nuit, parce que la maman est encore enceinte d'un nouvel enfant et tout ça. Donc il y a tout un jeu sur est-ce qu'il va se lever dans la nuit, son père, et découvrir que la voiture est sortie alors qu'il n'avait pas le droit, parce que Corey M n'a pas son permis quand il va conduire la bagnole. Donc c'est tout l'enjeu du film. Et je trouve que ça marche assez bien en fait, parce qu'on n'a pas envie qu'il soit pris. C'est plutôt astucieux en termes d'écriture. Je pense même que le film mériterait un remake en fait, que ça marcherait toujours presque tel quel, à peu de choses près, avec une temporalité d'aujourd'hui, avec le même scénario à 3-4 détails près. Pour moi ça serait impeccable quoi. Non mais je suis d'accord en fait. Enfin, si le film n'avait pas été réalisé par Greg Beeman, qui était un tâcheron de la télévision, une espèce de tâcheron qui réalisait des merdes à la télévision. Enfin, vraiment, c'est vraiment le cas. Il a tourné des films totalement pourris. C'était plus un faiseur qu'un véritable metteur en scène. Certainement que dans la direction d'acteurs et sur plein de petits trucs, on aurait eu... parce que c'est con, parce que le scénar, franchement, il est plutôt bien. Hein, et encore aujourd'hui, je trouve que le scénar est plutôt intelligent. Et comme tu le disais, Mick, et comme vous le disiez tous les deux. Hein, mais je pense que... Et ce que tu disais encore une fois tout à l'heure, Mick, je pense que ce qui pêche uniquement dans ce film, c'est la réalisation, quoi. Et la direction d'acteur, c'est vrai que Richard Masur, qui joue le père de Corey, mais il en fait des caisses. Carol Kane, qui joue sa mère. Moi, je l'adore, cette actrice qui joue la grand-mère dans La Famille Addams, et qu'on voit dans Phantom of dans Phantom en fait aussi de Richard Donner avec Bill Murray. C'est une actrice, c'est une très bonne actrice, et là pareil, plein de trucs elle surjoue, on voit qu'ils sont mal dirigés en fait, les acteurs, donc il y a un peu une espèce de roue libre qui est un peu gênante et qui peut être un peu malaisante, mais c'est con parce que c'est des petits détails qui en sont des gros finalement, mais qui gênent un peu dans l'appréciation générale, qui marque un bémol malgré tout dans l'appréciation générale, mais heureusement, encore une fois, il est sauvé déjà parce que les deux Corey, donc Corey M et Corey Feldman, on n'en a pas parlé, mais Corey Feldman en fait c'est son meilleur ami qui est un peu son sauveur aussi tout au long du film, qui est un peu son âme sœur et vraiment son alter ego, et par contre le duo là pour le coup il fonctionne bien, et en termes d'acting il fonctionne bien dans toute l'extravagance de l'adolescence, d'interpréter des adolescents
des années 80, quoi. Tu as ramé comme un dingue. Tu as fait des sacrifices pour le décrocher, ce permis. T'imagines un peu ce que tu as enduré en 16 ans comme humiliation. Supplier les uns et les autres pour qu'ils te ramènent chez toi jour après jour. Laisse. Souviens-toi les centaines de fois où toutes ces super nanas ont décollé sous tes yeux dans la voiture d'un connard. Bon, moi je vais faire un petit point historique pour le film avant que vous défonciez un peu plus plein pot finalement. Du coup, tu nous as écouté ou pas? Non, je rigole, non, ça va. Franchement, ça va. De toute façon, en plus, j'ai l'impression qu'on fait par ordre de qualité. Tu vois, on commence par celui de Mick, qui est vraiment un vrai film Clint Eastwood, le mien. Puis après, on fera le tien pour finir. Voilà. Du coup, le film il rentre en production fin 87. Au départ, donc c'est marrant parce que évidemment c'est une ressucée de Ferris Bueller. Donc c'était John Hughes qui devait réaliser le film. Qui va du coup laisser sa place à Greg Beeman, dont tu as fait une biographie éclair mais assez explicite. Donc c'est son premier film. Lui du coup aura une carrière à la télévision et il sera connu notamment pour avoir réalisé beaucoup d'épisodes de Smallville. Série que moi j'aimais bien, hein, voilà, et parce que j'étais... Ah oui, c'est très bien. Voilà. Sans commentaire. si, c'est très bien. J'adore. Ouais, c'est une série des années 2000, donc voilà, ça me pour une fois que j'aime bien un truc qui vient de ma propre époque. Oui. C'est pas si mal. Donc le but du film, c'est clairement, vous l'avez dit, de capitaliser sur la popularité des deux enfants stars de l'époque, hein, donc les deux Corey Haim et Corey Feldman. Donc on l'a dit aussi, qui ont été propulsés sur le devant de la scène par The Lost Boys de Schumacher, 2 ans plus tôt, du coup en 86. Donc le film, il aura besoin d'un peu de reshoot pour le rallonger. Parce qu'il sera assez faiblard au montage, notamment toute la scène avec le clochard, etc. Ça s'est rajouté. Pas mal de scènes d'action. Okay. Dans la deuxième partie, il y a beaucoup de scènes rajoutées. Moi, c'est ça qui m'a gêné. Après, apparemment, c'était trop faible avant ça. Bon, on est clairement dans un teen movie typique de l'époque. Donc moi, c'est ça que j'adore parce que c'est vraiment dans l'esprit. Je dis pas que c'est au même niveau que Ferris Bueller ou même que Teen Wolf. Pour le coup, c'est au même niveau que Teen Wolf. Je pense même que c'est peut-être un peu plus, un peu au-dessus en termes de qualité. Oui, mais quand même légèrement. Non, mais j'aime bien moi Teen Wolf, hein, mais c'est vrai que celui-ci il est quand même meilleur, on va dire. C'est un peu plus, c'est un peu moins niche, je trouve, en plus, voilà. On est sur un film très musical, avec une bande son 100% 80s, donc avec du In Excess, Billy Ocean, et même Will Smith. On parlait du Prince de Bel-Air. Il y a Will Smith dedans. Alors, quand je dis In Excess, c'est dans la VHS en fait, parce que dans la version cinéma, le tube New Sensation, en fait, il est remplacé. Enfin, il a été remplacé du coup dans la VHS. Mais à la base c'était Trouble de Nia Peoples, voilà. Mais en tout cas beaucoup de musique 80s. Moi j'adore l'intro personnellement. Je trouve que en termes de musicalement parlant, le film s'en sort vraiment bien. Côté anecdote, il y a toutes les anecdotes permis, c'est-à-dire que aucun des deux Corey n'avait le permis pendant le tournage. Ce qui est marrant parce qu'en fait on le voit conduire quand même une bonne partie du film. Fois. Voilà, donc ils avaient pas le permis. Ils ont dû utiliser 9 Cadillacs pendant le tournage. Donc il y a quand même pas mal de cascades, hein. Je sais plus qui, je crois que c'est Mick, tu disais ça, qu'il y avait pas mal de cascades dans le film, c'est vrai, et du coup ils ont dû utiliser 9 Cadillacs. Et du coup le film, quand il est sorti, a plutôt bien marché au box-office, bien que ce soit surtout un succès VHS en fait, hein, et ça tombe bien parce qu'on est en mode vidéoclub, à tel point qu'en fait il y a une trilogie qui a été évoquée à l'époque, hein, avec 2 autres opus qui se seraient appelés License to Fly et License to Dive. Voilà, ok, pourquoi pas. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est la VF. Parce qu'on a Mark Lesser du coup qui double Corey Feldman, donc Mark Lesser c'est la voix de Trunks dans Dragon Ball Z mais aussi de Joey dans Friends,
Et on a surtout Luc Hamet qui double Corey Haim, donc Luc Hamet, Marty McFly, Roger Rabbit, et aussi Daniel LaRusso dans Karate Kid 1, 2, mais surtout le 3, le meilleur de la trilogie. Non. Donc voilà, donc Karate Kid 3 est sorti en... Qu'est-ce que c'est que ce hijack? Oh, comment tu l'as placé, putain. Ouais, j'attends ça dans la douche ce matin, je me suis dit putain, ce soir je vais leur mettre Karate Kid 3. Non mais voilà, la VF... Pour info, Adrien préfère Karate Kid 3 au 2. 1000 fois. Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est une abomination. 1000 fois. Et je persiste et signe, je les ai revus hier. Ouais. Donc voilà, c'est excellent Karate Kid 3. Comment c'est possible? Mais on en fera, si tu veux, on fera tout un épisode. De toute façon, faut parler de Karate Kid un jour ou l'autre. Donc, de toute façon, si on parlera de Karate Kid, il faut faire un truc sur la trilogie. On parlera pas du 4 aussi. On pourra parler de Miss Karate Kid, qui est une autre abomination, mais ça pour une autre raison. Mais le 3, je comprends pas encore. Mais bon, bref. Je sais pas, moi le 3 c'est vraiment là il se place là, et de l'avoir revu ça m'a voilà, ça m'a vraiment fait du bien. Du coup voilà, une VF vraiment cool, une VF comme on les aime, surtout pour Luc Hamet, qu'on retrouve ici, voilà, ça me rappelle un peu Retour vers le futur, tout ça, c'était sympa. Monsieur Anderson, les petits tocards tels que vous, c'est parce qu'ils se prennent pour des stars et qu'ils se croient plus forts que tout le monde qu'on les ramasse sur les routes à la petite cuillère. Et on reste dans les années 80, du coup, on va parler du film que tu as choisi, toi, Max, qui s'appelle Flic ou Zombie. Exactement, je vais donc vous parler de ce film sorti en France la même année que Plein Pot, soit le 29 juin 1988. C'est le premier film de Mark Goldblatt. Alors Mark Goldblatt, c'est pas un inconnu, parce que c'est quelqu'un qui a une grosse carrière de monteur, ça je vous en parlerai un peu plus tard. Flic ou Zombie, c'est donc un buddy movie, comme La Relève dont on a parlé un peu plus tôt, mais celui-ci, il est un peu teinté d'horreur. Le titre Flic ou Zombie, c'est un titre à la con, il faut le dire, parce que dans le film, il n'y a pas de zombies. Il y a des morts qui reviennent à la vie, mais il n'y a pas de zombies. Et je vous expliquerai après la différence. Alors ça parle de quoi, Flic ou Zombie? C'est l'histoire de deux flics de Los Angeles, Roger Mortis et Doug Bigelow, qui enquêtent sur une série de braquages. Et à un moment, ils découvrent que les braqueurs sont des morts-vivants. Et ces morts-vivants, ils ont été créés par une sorte de labo pharmaceutique. Les deux flics vont donc aller visiter ce labo, mais vont tomber dans un piège, et Roger va mourir asphyxié. Mais heureusement, il va être ressuscité grâce à la technologie qui a été développée par ce labo pour ramener les morts à la vie. Roger devient donc à son tour un mort-vivant. Avec son coéquipier Doug, Roger va tout faire pour démanteler l'organisation qui se cache derrière cette machination avant qu'il ne finisse par mourir définitivement. Alors pourquoi il n'y a pas de zombie dans ce film qui s'appelle pourtant Flic ou Zombie? Petit rappel, un zombie est généralement un être infecté, dépourvu de conscience, qui se nourrit généralement de chair humaine et de cerveau. Et c'est pas du tout le cas ici. Dans le film, on a plutôt affaire à des morts qui sont ressuscités provisoirement avant une mort définitive, leur décomposition n'étant pas interrompue par cette résurrection. On notera d'ailleurs que le titre original du film, Dead Heat, ne fait pas du tout allusion aux zombies. Voilà pour la petite parenthèse. J'ai examiné soigneusement le rapport du labo. La résurrection produit certains effets secondaires involontaires. C'est-à-dire? La mort graduelle par déclin des organes ressuscités. C'est irréversible quand il y a dommage cellulaire. 10 ou 12 heures, c'est tout ce qui te reste. Et puis après? Toutes tes cellules vont bientôt se fondre en une sorte de fluide organique. La plus importante chose pour moi maintenant, c'est de coincer l'ordure qui a osé me faire ça. C'est ce qui compte. À la barre de ce film, on retrouve donc un certain Mark Goldblatt, dont c'est le premier film. Sa carrière de réalisateur sera très courte, car on lui doit par la suite un seul autre film, The Punisher, produit l'année suivante avec Dolph Lundgren, première adaptation au cinéma de ce héros de Marvel. Il réalisera également un épisode d'une série nommée Erie, Indiana, en 1992, et c'est tout. Et pourtant, Mark Goldblatt, c'est une véritable légende à Hollywood. Ah ouais, c'est une légende. Hein. Le montage de films comme Terminator 1 et 2, Commando ou Robocop, c'est à lui qu'on les doit. C'est donc l'un des plus grands monteurs de blockbusters des années 80 et 90.
Un dernier petit mot avant de vous laisser la parole concernant le casting. Le duo de flics est donc interprété par Treat Williams et Joe Piscopo. Alors Treat Williams, il est surtout connu pour ses rôles dans Air de Miloš Forman et Le Prince de New York de Sidney Lumet. Joe Piscopo, quant à lui, est à cette époque une star montante issue du fameux show le Saturday Night Live. Il a été choisi pour jouer le sidekick comique aux côtés donc de Treat Williams. A noter également la participation de Vincent Price, l'icône du cinéma d'horreur des années 40 et 50, pour l'un de ses derniers rôles au cinéma. Alors messieurs, dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de ce film avant que je vous le propose pour en parler dans cet épisode, et surtout ce que vous en avez pensé. Alors moi, non, je ne connaissais pas le film, voilà, pour des raisons évidentes, c'est qu'il est complètement introuvable, je trouve, aujourd'hui. Enfin, c'était assez compliqué de le choper, j'ai même pas pu le choper en VF. Donc j'étais assez triste parce que je pense que c'est clairement... Pourtant il est sorti en Blu-ray il y a 5-6 ans de ça en France, hein, avec une VF. Ouais, mais j'ai vu, déjà j'ai été pris de court, j'ai hésité à le prendre, mais les prix se sont envolés pour le budget, enfin pour le Blu-ray. Et je t'avoue que du coup, je suis content de pas l'avoir pris. Non, je déconne, en vrai c'était bien. Moi je trouve que l'intro est excellente. J'étais à fond en mode Cobra, vraiment ça m'a beaucoup plu, que ce soit l'esthétique, le ton, etc., qui pour le coup est très marqué, pas comme dans la relève, pardon. Mais du coup voilà, j'étais bien dedans, le duo il est impeccable, du coup ouais, je regrette vraiment de pas l'avoir vu en VF parce que je pense qu'il y a des pépites dedans, mais du coup aucun temps mort. On en parlera après de la VF, mais elle est quand même assez particulière. Ah ok, en fait, je pense que j'essaierai quand même de le choper en VF pour le revoir parce que je me suis fait une fausse idée, je pense, enfin, j'ai pas pris... Enfin, ça serait un peu comme voir Fletch en VO, je sais pas, il y a un truc qui marche pas. J'étais pas forcément à fond dedans, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a aucun temps mort. Et moi, j'aime beaucoup la première moitié du film jusqu'à ce qu'il meure. Oh, peut-être pas la moitié, mais le début en tout cas, jusqu'à ce qu'il meure. C'est le premier tiers, ouais, en effet. Et même, allez, on peut pousser jusqu'à la scène du traiteur asiatique, je suis vraiment bien dedans. Voilà, ça j'en parlerai après, mais c'est une des meilleures scènes du film. Voilà, c'est vraiment ce qui claque le plus. Et après, c'est vrai que mon attention est un peu redescendue. Et en fait, je me suis fait une idée assez claire du film, bizarrement. Tu vas me dire ce que t'en penses et si tu vois ce que je veux dire par là. Mais j'ai eu l'impression de regarder un porno. Mais un porno années 80, hein, tu vois. Vas-y, je t'écoute. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre plein de trucs de l'époque, on va mettre des morts vivants, à un moment il y a un monstre, enfin ok, tu vois, ça part un peu dans tous les sens et parfois très gratuitement, et pas porno dans le sens gratuit, mais dans le sens peu d'histoire et beaucoup de visuels, quoi. Oui, mais j'ai choisi ce film-là parce que je trouve que c'est vraiment un film typiquement de vidéoclub. C'est un film, alors pour le coup je l'ai pas loué, je l'ai vu sur Canal l'été 89 dans mes souvenirs. Et mais je trouve que c'est un film typique de vidéoclub parce que justement c'est vraiment la série B de genre où il y a une histoire un peu à la con, hein, comme je vous l'expliquais au début, très basique, qui est prétexte à des scènes d'action, des scènes de comédie, des scènes d'horreur, et avec autour d'une histoire pas très fut-fut, mais c'est pas grave et on s'en fout en fait parce que le film est tellement court, il fait 1h20. Oui. De toute façon, j'ai rien compris, moi. Voilà, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à comprendre finalement. C'est plutôt le fait qui se dégage de ce genre de film qu'on pouvait voir dans les années 80 et qu'on pouvait louer au vidéoclub. Pas de prise de tête. On sait qu'on va passer, ça va être court. On va passer un moment dans une espèce de tunnel pendant 1h20 de plein de choses, comme je disais, action, comédie, etc. Et voilà. Et je pense que si on le prend comme ça, c'est un film plutôt réussi. Après, je parlerai d'autres choses, mais en tout cas, si on le voit comme ça, comme vraiment un film de vidéoclub, et en tout cas, comme on le voyait à l'époque, c'est le genre de film qui faisait le job, en fait. Voilà. Ouais, ça fait le job. Moi, le film, je le savais. Je l'avais pas vu au cinéma, c'est un peu comme Plein Pot d'ailleurs, j'ai presque l'impression, alors je sais qu'il est sorti au cinéma c'est sûr, mais Plein Pot
je savais pas qu'il était sorti au cinéma. Plein pot, il est sorti comment dire, dans un réseau très limité de salles en France et surtout en province. En fait, il est pas sorti à Paris parce que ça se faisait encore à l'époque. Des sorties, ça se faisait beaucoup dans les années 70, des séries B, BZ qui sortaient uniquement en province dans des petites salles de quartier. Ouais. Et Plein pot faisait partie de ce genre de film. Ah ok, tu vois. Parce que moi, je l'avais pas vu passer. Et Flic aux zombies, pareil, j'ai pas vu passer. Par contre, quand le film est sorti en VHS, j'avais repéré la bande-annonce et je l'ai vu, je l'avais loué et tout ça, et j'avais vraiment adoré quoi. Adoré à l'époque. Après, je l'ai revu sur Canal. J'ai dû revoir ta cassette VHS, Max, où il y avait... Tout à fait. Il y avait Faites sauter la banque. C'était la banque, exactement, avec Louis de Funès. Et donc voilà, avec une belle jaquette télécassette comme à l'époque. Et, exactement. Et vraiment, je kiffais ce film. Et puis, je sais pas, c'est un peu comme ce qu'on disait sur Plein pot, mais dans une moindre mesure, parce que Plein pot, j'ai dû le voir une fois ou peut-être deux. Mais Flic aux zombies, je l'ai vu quand même plusieurs fois. Et je l'avais pas revu là avant, peut-être ça fait presque 25 ans que je l'avais pas revu. Et j'avais oublié mais plein de scènes. Plein de scènes. Et alors, au début, je vous avoue que quand j'ai commencé à le mater, j'ai fait « Oh la vache !» C'est quand même chaud, parce qu'on a quand même, pour expliquer un peu le démarrage, donc ça démarre en trombe, avec deux mecs qui vont faire un braquage dans une bijouterie et tout ça, et ils mettent des masques, mais littéralement, c'est les masques des Raptous dans les Disney, là, etc. Ils ont une gueule pas possible, donc bon, faut accepter l'idée. Et puis bon, après, ils se font tirer dessus, ils sont immortels, tout ça. Et puis après, ça part un peu en vrille. L'humour, je le trouvais un peu comme celui de Plein pot, un peu patapouf, quoi. Et on a un personnage de sidekick, là, joué par l'acolyte de Treat Williams, qui en fait des caisses, c'est pas vraiment dans la finesse et tout ça. Et donc je me suis dit, oh, putain, ça va être parmi peut-être les films où j'aurais peut-être dû les laisser dans les années 80. Et en fait, à partir du moment où Treat Williams, alors là je me mets complètement en faux, je fais pas exprès, Adrien, c'est vraiment pas une vengeance de ma part, mais pignouf, mais le truc c'est que à partir du moment où Treat Williams meurt et que ça commence à vraiment déclencher le film, là, je commence à rentrer dedans. Et alors, on a une scène au milieu du film qui est complètement extraordinaire, comme vous l'avez évoqué, chez un traiteur chinois, etc., où d'un seul coup, il y a des poulets, un bœuf écorché géant qui se mettent à prendre vie. Et c'est juste lunaire. C'est-à-dire que c'est même presque, on se demande même qu'est-ce que ça fout là dans ce film, mais c'est juste extraordinaire. Il y a une espèce de déballage comme ça de latex, porn et tout ça, c'est vraiment mortel. Moi j'aime les films comme House de Steve Miner et tout ça, ça me rappelle un peu tout ça. Et les maquillages d'ailleurs, c'est Steve Johnson, qui est un grand maquilleur des années 80, 90, 2000, qui est un peu foufou, cocaïnomané, qui a bossé sur SOS Fantôme, c'est lui qui a fait le fantôme slime vert, tout ça inspiré de John Bellucci. C'est lui qui est derrière les tentacules de Dr Octopus dans Spider-Man 2. C'est lui qui est derrière La Mutante, Freddy 4, Vampire vous avez dit Vampire. Et donc là, il s'éclate et il propose plein de trucs avec des zombifications progressives de Treat Williams, la séquence du resto chinois donc que je viens d'expliquer. Puis il y a aussi une séquence dans une salle de bain avec un personnage qui se désagrège en peu de temps et c'est assez saisissant. Même encore aujourd'hui, je trouve que les effets sont incroyables. Ouais. Incroyables. Donc voilà, moi... là je rentre dans le film, après le soufflet redescend un peu, j'avoue, parce qu'on voit où le film va aboutir et tout ça, mais ça reste très plaisant et moi j'étais vraiment super content de revoir Vincent Price, donc j'avais complètement oublié la présence dans le film et je trouve que le film il a une sorte de passerelle comme ça, on dirait une sorte de conte de la crypte qui essaye de moderniser un vieux film, à la Jack Turner et tout ça, et qui essaie de le mettre à la sauce moderne de l'époque, mais qui aujourd'hui vieillit à son tour, et qui a une
une patine particulière, tout comme nous quand on regardait les films des années 50 dans les années 80, il y a à peu près le même type d'écart, voire plus, et il y a cette patine qui s'est installée, qui font que bon, les films sont un peu plus inoffensifs peut-être, mais que je trouve ça, enfin, que j'ai trouvé assez sympathique. L'humour fait quand même beaucoup passer les situations, alors l'humour est balourd parfois, et parfois ça joue en faveur du film. Et pour terminer aussi, je trouve que je me suis fait la réflexion qu'il y avait un aspect comic book au film, parce que globalement Treat Williams, il devient une sorte de super-héros, quoi, parce qu'il est un peu immortel, il affronte les gens, etc. Et je me dis que, alors déjà, il y a Margot Black qui va faire Punisher un peu par la suite, donc quelque part, il y a une connexion avec le comic book évidente. Et je me demande si le personnage de Deadpool n'a pas été un peu imaginé avec ce type de référence là, flic ou zombie en tête, parce que Deadpool, j'ai été chercher, il a été créé en 91, ce qui serait pas trop déconnant, parce qu'il y a quand même l'humour, le côté un peu immortel, l'enquête, etc. Je sais pas, peut-être que je suis complètement dans le cosmos, mais je me suis dit qu'il y avait un peu de ça, quoi. Oh non, pourquoi pas. Non, pour revenir à côté de l'humour, c'est vrai qu'il y a des situations, des situations en tout cas, il y a un humour assez lourdingue, mais il vient uniquement du personnage du sidekick interprété par Joe Piscopo. Et je reviens sur la VF, en fait. Donc la VF, il est lui-même est doublé par Patrick Poivet, le fameux Patrick Poivet qui a doublé Bruce Willis pendant beaucoup d'années, avant qu'il nous quitte il y a quelques années. Donc, et c'est vrai que c'est lui qui amène, et dans la VF c'est encore plus poussé. Alors justement, si Adrien t'as l'occasion de le voir en VF, tu verras que le côté lourdingue du personnage est encore plus poussé en VF, donc ce qui peut vraiment être quelque part presque un repoussoir. Et moi je sais que moi j'adore ce film, hein, mais voilà, j'ai une grosse affection pour ce film qui voilà pour moi vraiment symbolise les années vidéoclub. Mais à chaque fois que je le vois, le personnage de Joe Piscopo m'irrisse les poils, en fait il me fatigue. Moi c'est ce que j'ai préféré, bizarrement. Bah oui, non mais comme d'habitude en fait, c'est l'esprit de contradiction de Monsieur Adrien. Non mais en fait c'est le truc le plus 80s machin, c'est le truc qui ressort le plus, le truc le plus kitsch, etc. Et comme dans Karate Kid 3, il y a cette espèce de truc très caricatural, mais pour moi j'ai signé pour ça aussi à la base. Et en fait le film me gêne à partir du moment où il essaye de sortir de ce truc très très con et de se justifier. Ouais, c'est vrai que pendant 1 heure c'est un personnage ultra lourdingue, mais c'est vrai que dans le dernier tiers du film, en fait, il rentre un peu dans le rang. Moi, je te cache pas que ça me soulage, mais je peux comprendre que c'est un peu déroutant et que si t'as apprécié un peu, jusqu'à présent, un peu ce sidekick un peu lourdingue, de le voir un peu rentrer dans le rang, ça peut être déstabilisant et voir un peu, ça peut être gênant. Ce qui est bien, c'est que c'est un film extrêmement court, et donc il va une allure folle, et oui bien, et donc avec ce point culminant, enfin, vous l'avez déjà dit, mais cette scène dans le resto chinois, c'est l'une des scènes les plus hallucinantes qu'on a dans ce cinéma-là de ces années-là, quoi. Elle reste en mémoire à chaque fois que tu vois le film, quoi. La vie et la mort sont des manifestations du même et unique esprit. Quelle belle philosophie. En voici l'illustration. Donc le film, il est sorti, donc je le disais en préambule, en France en juin 88, et il n'a pas super bien marché, soyons clairs. Il a cumulé 266 000 entrées en France, et il a surtout profité, il est sorti en pleine fête du cinéma, il a surtout profité de la fête du cinéma, mais ça n'a pas suffi en fait pour qu'il se transforme en succès. Aux États-Unis, donc il a pas marché non plus en fait, il a cumulé 3,5 millions de dollars de recettes pour un budget de 5 millions, donc vraiment ça a été un bide total, mais avec la VHS, encore une fois on en parlait, c'est un film qui est devenu... culte, c'est un bien grand mot, mais en tout cas qui a eu un énorme succès, qui est resté dans les mémoires des rats de vidéoclub comme on pouvait l'être à l'époque, et qui encore une fois a sa petite notoriété encore aujourd'hui, même si je te l'accorde, hormis le Blu-ray qui est sorti il y a quelques années et qui devient quasiment introuvable, bah justement c'est un film qui est jamais diffusé en télé, qui se fait rare, et je trouve ça bien dommage. Voilà. Il y a j'ai remarqué qu'il y avait une proximité avec le cinéma de Joe Dante aussi, parce qu'il y a en fait dans le casting il y a Robert Picardo, qui est le cow-boy de l'aventure intérieure, et justement dans le restaurant chinois il y a un vieux chinois qui est là, et c'est le vieux chinois qu'on voit dans Gremlins,
qui est maquillé dans Gremlins avec des cheveux blancs et l'œil blanc. Mais je l'ai reconnu parce qu'il a une dentition un peu particulière. Et j'ai fait « Oh putain, c'est le vieux de Gremlins !» J'ai pas du tout reconnu. Mais comme tout est lié, en fait, le film a été distribué aux États-Unis par une société qui s'appelait New World Pictures, qui avait été créée par Roger Corman. Roger Corman qui a été le mentor et celui qui a révélé au grand public Joe Dante. Donc finalement tout est lié, il y a une certaine une forme de logique. La dernière truc que je voulais dire, c'est que le personnage donc de Treat Williams s'appelle Roger Mortis, et Roger Mortis en fait c'est un jeu de mots de rigor mortis qui en latin veut dire rigidité cadavérique, ce qui appuie le côté léger et parodique du film. Après parodie et tout ça, il y a quand même une forme de mélancolie. Parce qu'à partir du moment où il est mort, au début, il accepte, il dit ouais, c'est fun, mais non, je me sens bien. Il y a tout un jeu sur, on n'entend plus son cœur battre, tout ça, mais au bout d'un moment, il se désagrège un peu comme ça progressivement. Et il y a des tout petits moments comme ça qui s'arrêtent. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, où il s'arrête, il regarde le ciel, comme si la nuit, les étoiles, comme si c'était un peu la dernière fois qu'il va voir ça. Ouais, c'est vrai. Et il y a 2-3 dialogues qui parlent de ça, de la fin de vie, de la brièveté. Et ça me rappelle un autre film que j'adore vraiment de la même époque, qui s'appelle Mort à l'arrivée avec Dennis Quaid, où Dennis Quaid est mort dès le début du... Et ouais, Dennis Quaid, il fallait le citer. De toute façon, il faut citer soit De Palma, soit Dennis Quaid, soit Patrick Swayze. Ou Karate Kid 3. Ou Karate Kid 3, qui est le plus mauvais de la saga. Et c'est le meilleur. Oh, les sagouins, je te jure. Et ouais, donc Mort à l'arrivée, où voilà, Dennis Quaid interprète un jeune prof de lettres qui a été empoisonné et qui doit trouver un peu son tueur, quoi. Et donc qui lui aussi a quelques heures d'extension de vie, il va bientôt mourir. Et il y a un peu ce même schéma de temps en temps. Alors c'est très léger, parce que le ton général est quand même très humoristique, contrairement à celui de Mort à l'arrivée. Mais il y a de ça dedans, et je trouve ça assez fin dans le film. Alors, dernière petite anecdote spéciale geek. Donc le film a été scénarisé. Le film est basé sur un scénario de Terry Black. Terry Black, c'est le frère de Shane Black. Ah ouais. Le scénariste, star des blockbusters des années 80, scénariste de L'Arme Fatale, scénariste de Predator, qui fait une apparition dans Predator, et Shane Black fait une apparition. Il a un petit caméo en policier au début du film. Merde, je l'ai pas vu. Voilà, c'était la petite anecdote pour geek. Bah voilà, je crois qu'on arrive un peu au bout de cet épisode. Ouais, c'était super. Donc les films, on peut les trouver sur support physique. Alors on le disait que c'était un peu avec des difficultés. Alors le plus facile à trouver, c'est La Relève, bien évidemment, qui existe encore en Blu-ray et tout ça, parce que c'est le meilleur des trois. Qu'est-ce qu'on aurait fait Et est-ce qu'on peut trouver facilement plein pot en support physique ? Pas du tout. Je pense que c'est de la même acabit que Flic ou Zombie. Ouais, c'est dur. Très compliqué de le trouver en physique, et même la VF, j'ai dû le ripper d'une VHS, donc non. Ouais, d'accord. Et toi, pareil, Max, de toute façon, on en a parlé. Voilà, Flic ou Zombie, il y a ce fameux Blu-ray dont je parlais. Je même pas le souvenir qu'il y ait eu un DVD. Donc ouais, il est pas facilement, trouvable, il est pas dispo sur les plateformes VOD, SVOD, en tout cas pas à ma connaissance. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc si vous voulez voir, il faut nous demander en fait. Voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles sur les plateformes où vous nous écoutez, si vous avez aimé cet épisode ou si vous aimez un peu notre travail. Ça nous aide à remonter dans les référencements, ça serait super cool de votre part. On se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Et à ciao, bonsoir. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que j'aime le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.